Et puis, il n'y a pas celle de Michel Frison. Michel, Jack. Alors, j'ai pas toutes les procurations, le temps que je compile tout ça. Vous dire un petit mot, puisqu'on, vous savez tous que certaines communes ont été légèrement embarrassées par la chute de pluie de vendredi. En fait, globalement, il n'y a que Puy-Saint-Vincent et Saint-Martin-de-Carrière qui s'en sortent. Globalement, on fait un petit point si ça vous intéresse. Valouise, je ne sais plus tellement il y en a, donc je vais peut-être te laisser en parler. Parce que de l'Argentière, je sais. La Roche, je sais. Fressinière, je sais. Les Vignoux, je sais. Mais Valouise, comme ça évolue tous les jours. Tu veux en dire un petit mot? Donc effectivement, Valouise a été bien impactée, je pense, elle a un peu comme à Fressinière d'ailleurs. Nous, si on part du pré de Madame Carle jusqu'au Parcher, en fait, on a des zones touchées sur l'ensemble de la commune. Donc là, le pré Madame Carle est toujours fermé, inondé. Le vallon de Celsonnière est fermé, mais c'était pour d'autres problématiques. Mais le torrent de Celsonnière a bien mangé les berges du camping aussi. En redescendant le long du Gir, on arrive à, pareil, à la station de ski, on a les berges qui sont de nouveau mangées et le sentier qui relie Pelvoux à Valouise qui a été aussi impacté. Je continue plus bas dans la vallée de l'Onde où là, donc l'Onde a été beaucoup plus virulente que le Gir cette fois-ci. On ne peut plus monter au parking d'Entre les Aigues puisque on a un bout de route qui est pas parti, mais tout le dessous est parti, donc il nous reste le goudron. On a beaucoup de sentiers, de pistes forestières qui ont été mangés complètement. Donc maintenant, il n'y a plus de passage possible. Et du coup, pour cet hiver, la pratique du ski de fond, on va être obligé de remettre en état très rapidement dans les zones les plus impactées. Et puis surtout, depuis le dimanche matin, on a tout un quartier de Valouise qui est privé d'eau potable. J'ai réquisitionné une entreprise dès lundi matin pour faire les travaux. Malheureusement, comme il repleuvait, on n'a pas pu continuer. On a repris hier. Et aujourd'hui, on a bien avancé. On devrait en voir le bout maintenant assez rapidement. Mais c'est vrai que, voilà, en plus, on est en période de vacances. Donc, on a beaucoup d'habitants de la Casse qui sont en vacances en ce moment. Et l'accueil touristique est un peu compliqué. Mais bon, on a réussi à ouvrir les sanitaires du camping de Pelvoux pour les douches et on fait des distributions d'eau potable tous les jours. Donc, je remercie Jean-Pierre Hermite qui est en face de moi, conseiller communautaire et adjoint à la mairie, qui au quotidien depuis vendredi est sur le pont, si je puis dire, ce qu'il en reste, pour Il a dit qu'il allait démissionner, il n'en pouvait plus. et je crois que oui, là, ouais, il est bien sollicité et tous les services sont bien sollicités. Enfin voilà. Donc, ce qui nous inquiète le plus, c'est que les précipitations ne sont pas terminées et qu'on risque, tous les jours, on découvre de nouvelles chutes de sentiers et j'espère que ça va s'arrêter un jour. Voilà. Allez, Alain, tu veux faire le petit topo chez toi? Bon, ben, nous, on a été quand même moins touchés que Gaël. Le stade d'eau vive a été touché, des éperons rocheux ont été déstabilisés. En rive droite, on a eu une atteinte sur la digue un peu. On a beaucoup de curage à faire sur le stade d'eau vive pour le rendre praticable. Ce matin, on se posait la question si les championnats de France National 1 de mai ne seraient pas annulés l'an prochain, parce que de toute façon, comme dans pas longtemps, on va plus pouvoir rentrer dans la rivière,
Les travaux, je ne sais pas s'ils pourront être faits entre le 15 mars et puis le mois de mai. Donc, et puis voilà, et puis après, il y a les financements aussi, comme tu dis. On avait été averti aussi dans le Fournel de désordre sur les ponts. Ce matin, on a fait le tour de tous les ponts. Bon, on a une culée qui a été un peu endommagée sur un pont, le pont haut, mais sinon, on n'a pas grand-chose. Et centre-ville, on a un fontis qui s'est créé sur la digue rive droite, voilà, au niveau du bâtiment. Sinon, bon, des terrains emportés, mais ça c'est logique, au plan d'Ergue et d'autres, voilà. Mais sinon, pas plus. On a eu une pollution par admission de fines sur notre eau potable. Voilà, et ce matin, quand on a fait le tour de la zone de captage est a été recouverte de sable et de fines du Fournel, puisque il s'est répandu sur la zone de captage. Voilà aussi pourquoi on a eu pendant 3 jours une eau, on va dire, alors impropre n'est pas le terme exact, troublée, voilà. On va dire troublée, craquante. Mais voilà, et là tout est rentré dans l'ordre. Ok, Camille, tu veux nous dire un petit mot ou Bon, ben nous, heureusement, le Rif n'est pas descendu, donc c'est déjà pas mal. Il y a que la Gironde qui a commencé à creuser au Chambon. Au niveau du camping, il y avait un épi et lui, il a bien résisté, mais ça a fait le tour. Donc il y a un gros trou à cet endroit-là. Et puis en bas, vers le Seigneur, il y a une partie du chemin qui a été emportée et surtout la canalisation est partie aussi. Et il y avait une passerelle qui permettait aux eaux usées de traverser, qui a été complètement emportée aussi. Sinon, ailleurs, c'est minime, quoi. Ok, ben nous, Fressinière, c'est beaucoup le fond de vallée, puisque après le pont du Laos, on a perdu 600 mètres de route communale, qui ont été remplacés purement et simplement par la Biesse. On vient de terminer ce soir de remettre la Biesse dans son lit. On a perdu 3 passerelles, et puis pas mal de terrain un peu partout, mais ça, bon, rien de grave, pas de soucis sur l'eau. Enfin, ici, une conduite d'eau potable qui a pas cassé, mais qui est maintenant à nu. Et puis, bah, nous, c'était les travaux de protection du camping qui étaient en cours. Donc, deux réflexions. Un, heureusement que la partie en amont du pont des Alloviers était faite, terminée, parce que je pense qu'on n'aurait plus de camping. C'était l'endroit où ça devait déverser et prendre en tenaille le camping. Donc, ça, c'est un crash test en grandeur nature. Ça a évidemment bloqué le chantier, mais pas pire que ça. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que le pont de Pallon, donc compétence départementale, enfin la culée droite a été bien affouillée. Il a été fermé. On nous a dit finalement c'est bon parce que elle est posée sur des pieux béton qui font 20 mètres de profondeur. Sauf qu'on a enlevé l'eau et les pieux, bah, il reste les aciers. Donc, voilà, donc un bureau d'études techniques est arrivé aujourd'hui. Il doit donner son verdict demain, mais effectivement, si on n'a pas ce pont-là pendant l'hiver, ça va être pour nous, euh, ça va être la galère. Voilà. Parce que c'est sympa de descendre par Saint-Crépin, mais c'est sympa. Voilà. Et puis surtout alors si on peut passer piéton, à la limite, c'est pas dramatique, c'est déjà moins parce que ceux de Pallon peuvent emmener leurs enfants à l'école au bus de l'autre côté, parce qu'il faut qu'ils fassent le tour par Saint-Crépin. Bon bref, voilà. Donc voilà, puis après des pistes coupées, des machins, enfin, voilà, pas de dégâts matériels plus que ce que je viens de vous dire, pas évidemment de vie humaine, c'est quand même l'essentiel. Et puis on s'est vu les maires vendredi soir, je crois, c'est ça, jeudi ou vendredi soir. Lundi soir, tiens, ça va trop vite. Pour faire un point, pour faire nos demandes, comptabiliser nos dépenses et essayer de faire des demandes groupées, puisque la communauté de communes a aussi des choses à réparer.
Euh, on vient de parler de demander la catastrophe naturelle, mais en fait, ça ne sert que pour les assurances privées, s'il y a eu des dommages au privé. Voilà. Oui, oui, non, non, mais nous aussi. Mm, voilà. Donc voilà, mais effectivement, il pleut encore, même s'il pleut pas très fort, ça continue, donc ça baisse pas tellement, donc on est un peu embêté. Voilà. Il y a des limitations dans le temps. Il ne peut pas y avoir une exception, hein. Pour. Le blocage des travaux à partir du 15 novembre jusqu'au 15 mars. Il ne pourrait pas y avoir une dérogation, parce que c'est quand même un peu particulier. Moi, j'ai demandé aussi pour le camping. Alors, pour le coup, moi, vu l'ampleur de ce qu'il y avait à faire, je trouve que les services, donc nous, on avait DDT, OFB, RTM. Enfin, je veux dire, on a réglé le problème en une demi-heure et on a eu les accords en une demi-heure pour dévier la biesse, hein, ce qui d'habitude, en dehors de zone, voilà, c'était voilà. Donc nous, enfin, c'est réglé de ce côté-là. Nous, c'est surtout le camping et puis j'imagine pour toi le stade d'eau vive. Là, effectivement, si c'est dans 15 jours la fin, donc on n'aura pas fini. Et toi, tu n'auras pas commencé. Voilà. Tu peux dévier la Durance dans l'Argentière temporairement. Voilà. Bon, par contre, pour la blague, on a vu passer des frigos, des caravanes, enfin, un peu de tout. Ça venait de Valouise, voilà. Et puis on s'est dit, donc, de manière commune, les maires se sont dit, c'est celui qui est en amont et qui nous envoie l'eau qui nous aidera. Non, elle veut pas. Je comprends pas pourquoi, elle veut pas. Voilà. Non, Bon. le problème, c'est quand même des eaux usées, par exemple, la canalisation qui arrive du Grand Marché, elle est dans la rivière. Oui, mais là, on est sur le coup, hein, les devis, les interventions on pourra être fait rapidement. Hein, donc, mais voilà, il faut le délai, trouver des entreprises, trouver les tuyaux. Il n'y a pas forcément les tuyaux disponibles chez nos fournisseurs. Donc, voilà. On peut peut-être avoir un stock de tuyaux, en fait. Bon, voilà, cet épisode fort en émotion. Et donc sur les débits de la Durance, on a atteint la crue décennale. Donc voilà, 200 mètres cubes seconde au pont de Chancel. Décennale, et c'était juste sous le pont, quand même. Hein. Oui. Voilà. Donc, nous, Valouise et Fressinière, c'est la cinquantenale. Hein. Voilà. Je vous rappelle que la Vésubie, c'était 600. Bon, enfin, voilà. Allez. Eh bien, je vais vous donner la liste des absents et des procurations. Donc, Marie-Noël est absente et donne procuration à Karine Kilissi. Alice Prudhomme est absente et me donne procuration. Marie Bayard est absente et donne procuration à Michel Monnier. Pierre Gilles est absent et donne procuration à Camille Faure. Jacques Ponce est absent et donne procuration à Michel Frison. Marie-Jo Salvodelli est absente et donne procuration à Florence Torrent. Dominique Barnéou est absente et donne procuration à Alain Sanchez. Et Sandrine Raymond est absente et donne procuration à Serge Tivol. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. Allez, on va désigner un ou secrétaire de séance. Florence étant là, elle est candidate. Y a-t-il un ou une autre candidate? Y a-t-il des avis contraires pour qu'elle assure le secrétariat? Des abstentions? Allez, merci. Vous avez dû avoir le compte-rendu du dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 28 septembre dernier. J'espère que vous l'avez lu. Est-ce que vous aviez des remarques ou des corrections à y apporter avant approbation? Ok. Y a-t-il des avis contraires à cette approbation? Des abstentions? Merci. Et ensuite, vous avez pris connaissance de la liste des dossiers signés par moi-même dans le cadre de ma délégation. Voilà. Qui ne donne pas lieu à délibération. Et puis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Suite à la démission de Bernard Barona, du conseil communautaire et donc de la représentation de la SEM des Écrins, il nous est nécessaire de renommer quelqu'un. Donc les deux autres sont, sauf erreur de ma part, Serge, c'est ça? Serge et Alain, c'est ça. Donc voilà. Y a-t-il un candidat valouisien? S'il n'y en a pas, j'irai moi. Enfin, j'irai moi, je me proposerai moi. Ok, allez. Y a-t-il un autre candidat? Martin? Ok. C'est bon?
C'est un vol à bulletin secret, c'est comment? Il ne s'attendait pas à ça. Pardon? C'est un vol à bulletin secret ou c'est? Normalement, oui, c'est un vote. D'accord, Voilà. Enfin, si tu me permets, bien Cyril, sûr. juste expliquer pourquoi je suis candidat, c'est que je pense avoir, sans remettre en question les compétences de Val-Louise, Gaël en l'occurrence, mais enfin moi si je me présente, c'est pas pour Saint-Martin parce que c'est pas du tout l'objet, et du coup c'est plus parce que je pense avoir certaines connaissances là-dedans, étant donné que enfin, c'est vraiment mon métier, pour faire simple. Et du coup, j'ai beaucoup échangé avec Bernard enfin, j'ai bien échangé dernièrement avec lui sur deux, trois conseils d'administration. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, je me présente simplement pour ça. Et je pense avoir des connaissances assez précises sur comment dire, sur une gestion de station de ski. Et personnellement, je suis quelqu'un qui est assez favorable à ce que la station, depuis Saint-Vincent, il y a Marcel et Didier, travaillent vraiment bien avec Val-Louis Pelvoux et c'est en ce sens-là que je propose ma candidature. Gaël, tu veux dire quelque chose? Alors, c'est pas un vote à bulletin secret, c'est une désignation, donc on peut le faire à main levée. Voilà, juste pour vous rappeler. Alors sur le terrain de la gestion effectivement d'une station, j'ai pas forcément, l'ancienneté de Martin. Pour autant, ça fait 1 an que je suis un peu dans le bain. Et je pensais effectivement me présenter pour avoir un œil plus large et la représentativité de la Comcom sur la station de Puy et aussi dans le cadre de futures collaborations, voir un peu comment on pouvait fonctionner. Et je pense que je peux avoir l'œil aussi vallouisienne, bien sûr, mais l'œil intercommunal avant tout. Voilà. Alors, s'agissant de désignation, parce que là, vous me mettez dans l'embarras sur la manière dont on va faire, mais c'est normal. Donc, moi, j'allais proposer les 3. Donc, ce que je propose, c'est qu'on le fasse en 2 temps pour voir comment les choses se passent. Je vais vous proposer les 3, donc les 2 actuels plus Gaël. Soit ça passe, soit ça passe pas. Et si ça passe pas, ben, je proposerai les 3 avec toi, Martin. Voilà. Donc, sur la représentation de la communauté de communes avec Serge Giordano, Gaël Moreau et Alain Sanchez, qui est contre? Qui s'abstient? Et les autres sont pour. Ok. Donc du coup, c'est cette représentation-là. Allez. Délibération numéro 2. Subvention 2023 à l'association de la Haute École du Bois. Serge, veux-tu nous en dire un petit mot, nous faire un petit point s'il y a lieu, s'il te plaît. Oui, bon, c'est une subvention qu'on avait définie en délibération du 23 février 2023, où on octroyait une subvention de 11 000 euros, 11 020 euros 90 à l'association. Donc au prorata, étant donné que Florian n'est plus à la communauté de communes depuis le mois de septembre, au prorata, il nous faut verser cette subvention pour l'association. Donc oui, on était parti sur un montant plus élevé, mais comme on l'a gardé plus longtemps chez nous, elle Oui. est inférieure en fait. Oui, Voilà. oui. Ok. Mais ça sera le même cas avec le département. C'est ça qui a fait pareil. Ok. Donc pour attribuer un montant de 4 000 euros au lieu des 11 020,90 initialement délibérés, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, ensuite nous avons quelques DM et comme à mon habitude, je vais me retourner vers celui qui connaît la comptabilité par cœur. Monsieur Amoura. Mais je t'en prie. Bien, merci. La première DM, elle est sur je dirais le budget de la M14 générale. Donc la régie, enfin la M14 Éco, il y a des crédits qu'on doit rembourser et qui étaient encaissés par la régie. Comme ils n'étaient pas prévus au budget,
et en recettes et en dépenses, on les crée pour pouvoir rembourser ce qui a été donné dans le cadre de la location des salles, donc pour un montant de 250 euros. La deuxième partie, c'est la maintenance. C'est la maintenance du matériel pour 250 euros. Donc, ils étaient prévus sur un article maintenance et aujourd'hui, on va les mettre sur un article comptable qui est différent. Donc, c'est seulement un changement d'article pour pouvoir les payer dans le bon article. C'est pour ça, c'est pour la délibération modification, la délibération modificative numéro 1. Donc là, elle sera soumise au vote. Allez. Avez-vous des questions sur cette première DM? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La deuxième DM qui concerne le transport, hein. Donc sur ce budget-là, il était prévu le paiement de licences sur le chapitre 65. Aujourd'hui, on nous demande de les payer avec le nouveau comptable sur un autre article 61. On refait les crédits, les modifications d'articles tout simplement, hein. Il n'y a pas de modification en termes de budgétaire ni de création de recettes, mais plutôt l'ajustement sur les comptes pour les paiements à hauteur de 470 euros. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. C'est bon? Ah oui, pardon. Allez, la suite concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire en comptabilité M55 au 1er janvier 2024. Vous êtes tous au courant, j'imagine, parce que dans les communes, vous l'avez aussi initié, si ce n'est déjà fait pour certains. Les Vigneaux et Fressinières qui l'ont déjà fait en anticipation. Donc voilà, c'est juste pour valider ce principe, puisque pour nous, c'est une obligation à partir de 2024. Aviez-vous des questions? Ça m'arrangerait que non, parce que pour vous expliquer la différence entre les deux, je serais un petit peu embarrassé. Voilà, tout à fait. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, adoption du règlement budgétaire et financier. Donc il y a un règlement complet qui a été rédigé enfin on en avait déjà un, mais qu'elle avait quelques adaptations. J'espère que vous l'avez tous lu attentivement. Ouais. Didier, tu peux nous en faire une synthèse du coup? J'imagine que vous ne souhaitez pas que je vous le lise en entier. Merci. Yaya, est-ce qu'il y avait des choses à retenir particulières dans ce qu'on... Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on a une codification des services et de la mise en place de la comptabilité analytique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce site était déjà une tradition à la communauté de communes depuis toujours, hein, depuis au moins 20 ans, puisque nos services sont individuellement comptabilisés. Et puis, ça détermine les règles de fonctionnement. La nouveauté, c'est pour l'investissement. L'investissement, à partir de cette année, on ne sera plus par l'ouverture de programmes dans sa globalité, mais plutôt on va utiliser ce qu'on appelle les autorisations de programme et les autorisations de crédit. Quand on ouvre un programme, on ouvre les crédits en conséquence, alors que jusqu'à maintenant, on ouvre le programme dans sa globalité. Là, on va ouvrir exclusivement sur la partie de l'exercice. Ça va nous obliger à modifier nos comportements de telle manière que les crédits qui sont prévus sont normalement consommés dans l'année, alors que jusqu'à présent, les crédits qu'on inscrit, on a une consommation moyenne, surtout pour l'équipement, de l'ordre de 20%. Ce qui pourrait laisser penser qu'il y a une insincérité des comptes, puisqu'on ouvre plus qu'il ne faut. Et là, maintenant, on va être très, très vigilant parce qu'on n'a pas d'autre choix. Par contre, quand il y a des dépassements de besoins, il va falloir réfléchir de comment les abonder. Donc, un programme ouvert, c'est un programme qui est engagé et qui a ses moyens d'être réalisé. Et ça évitera de faire des emprunts par anticipation
ce que nous avons fait ces 2 dernières années, et je dirais tant mieux parce que les taux ont baissé, mais on nous oblige à prendre maintenant les emprunts nécessaires aux besoins. Ok, merci. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne le transfert de propriété des biens mobiliers antérieurement mis à la disposition de la commune de Vallouise-Pelvoux dans le cadre de la rétrocession de la compétence kit fonds. Voilà, pour que la comptabilité soit claire. Je crois qu'il y a une petite idée derrière la tête pour Vallouise-Pelvoux. Donc voilà, vous avez l'inventaire, hein, c'était la dameuse à motoneige, annonce... ah oui, ça, pardon, c'est comptable. Le traîneau Yamaha, le matériel de secourisme et le ski de fond traîneau. Oui. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne une convention de groupement de commandes pour les prestations de transport et de traitement pour les déchetteries et les matériaux issus des collectes sélectives et l'avenant numéro 1. Voilà. Je croyais qu'il allait y avoir un chiffre à vous annoncer, mais même pas. Donc on a l'avenant numéro 1. Non, c'est juste la convention, on n'a pas de chiffre. Hein. Ok. Aviez-vous des questions sur cet avenant à la convention, si vous l'avez lu? C'est le convention de groupement de commandes pour les prestations de transport et traitement pour les déchetteries et les matériaux issus des collectes sélectives. Voilà. Mais en fonction de ce qu'on va voter ensuite, du coup. Oui, oui. Voilà, c'est la GCSS. Oui, pardon, David. En fait, l'avenant, c'est juste pour qu'on puisse gérer nos marchés CCPE dépendamment de la CCGP. On n'a pas assez de marchés en groupement, mais c'est juste administrativement qu'on puisse signer nos marchés indépendamment et pouvoir les gérer indépendamment. Ça ne change pas les tarifs que j'avais dit la dernière fois en commission, mais dans les pièces du départ du marché, c'est la CCGP qui devait signer aussi nos marchés. Et ça, on préfère être indépendant. Ouais, c'est ça. Allez, y a-t-il d'autres questions? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, ensuite. Nous allons... Pourquoi je suis dans le bon sens? 44... 47. 47. 46, 40. Alors, donc nous allons revenir à un sujet qui nous a tous tenus à cœur. Il s'agit du SMIC-TOMGA. Donc avec un certain nombre d'évolutions. Donc il y a une note qui a été refaite. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Je ne sais pas si vous voulez que David puisse vous en parler et s'il se sent. Se sentir, oui, mais tu étais prêt? Tu t'étais préparé psychologiquement ou pas? Voilà. Moi, je vais vous dire les évolutions que j'ai eues moi. Donc, il y a eu un travail un peu plus approfondi de la part de David sur les enjeux financiers du maintien ou de la suppression du SMIC-TOMGA. Il y a eu de la part du SMIC-TOMGA, de la part de la communauté de communes du Guillès 3, des évolutions, pour ne pas dire l'ascenseur émotionnel. Les derniers échanges qui ont été confirmés à l'occasion d'une conseil syndical du SMIC-TOMGA, c'est que le Guillès 3, par rapport à l'une de nos objections, était favorable au rééquilibrage du nombre de voix, enfin de représentants, puisqu'aujourd'hui nous sommes déséquilibrés, je crois que c'est 4 et 6 de mémoire, et qu'on puisse être à parité entre les deux territoires.
Donc voilà, nous, pour avoir discuté, retravailler un peu les choses, ce qui nous semblait aussi pouvoir être une exigence de notre part, c'est que si un maintien du SMIC-TOMGA, il est son personnel dédié et que ce ne soit plus des agents de la communauté de communes du Guillestrois qui soient mis à disposition du SMIC-TOMGA. Alors, d'abord parce que ça crée un peu un trouble dans les esprits, et puis deux, voilà, je pense que c'est plus clair, et y compris des locaux, puisqu'il y aurait des locaux disponibles, et qui pourraient être au quai de transfert, qui pourraient être mis à disposition des agents du SMIC-TOMGA si ceux étaient indépendants. Voilà. Donc ça fait partie des évolutions. Après, David vous parlera peut-être un peu financièrement, parce que moi, j'ai pas relu ça. Donc le principe de ce soir, c'est de vous proposer deux délibérations. Une première délibération qui acterait notre volonté de supprimer ce syndicat. Et dans le cas où on ne souhaite pas, une autre délibération. Alors on va se dire avant ce qu'on va voter, hein. Une délibération actant le maintien et donc la modification des statuts du SMIC-TOMGA. Je vous rappelle que c'était la base de nos discussions, donc avec le transfert de la totalité de la gestion des déchets après collecte, hein, parce qu'il y a eu des... Voilà. Pardon. Mais avec nos exigences qui seraient une équivalence dans la représentativité, un personnel dédié, des locaux dédiés et une remise à plat financière et organisationnelle du SMIC-TOMGA qui, en tout cas pour moi, faisait partie des raisons pour lesquelles je souhaitais le dissoudre cet été. C'est que je pense qu'on est parti un peu dans tous les sens et donc avec des dépenses beaucoup plus importantes que ce qu'elles n'auraient dû être. Voilà, donc ça reste mon avis que j'avais exprimé cet été, mais avec éventuellement des évolutions. Est-ce que David, tu peux nous en dire un petit peu plus? Si j'ai pas oublié, tu peux même venir prendre la place de Gilles Pierre, de manière exceptionnelle. Camille lui expliquera. Pour compléter l'information de tous. Merci. Oui, donc bonsoir. Effectivement, on est parti sur les deux scénarios possibles dont on avait déjà parlé. Donc, soit on remet les statuts dans la légalité et on continue avec le SMIC-TOMGA. Donc, ce qui implique effectivement que la compétence traitement total soit reprise par le SMIC-TOMGA. Compétence totale, c'est effectivement, on parle des ordures ménagères, mais on parle de tous les déchets qui sont en bas de quai de déchetterie. Donc, bas de quai de déchetterie, ce sont tous les matériaux qu'on retrouve à déchetterie, de la ferraille aux encombrants, etc. On ne parle pas effectivement de collecte, je crois que c'est bien de le préciser parce qu'au départ, je pense qu'il y avait peut-être une confusion là-dessus. C'est-à-dire que nous garderions notre personnel de collecte, notre matériel de collecte et notre collecte propre à notre territoire, c'est-à-dire qu'on gérerait notre collecte comme on l'entend et comme on le souhaite aujourd'hui. C'est à partir du départ des bennes et des déchets où là, ça serait le SMIC-TOMGA qui prendrait la suite. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre des scénarios, on se laissera l'année 2024 pour organiser. Donc, ça serait à partir de 2025. Donc, il y aura de toute façon un tuilage à faire, que ce soit dissolution ou maintien du SMIC-TOMGA. Ensuite, au niveau des coûts, effectivement, on a affiné les coûts. Donc, on parle d'une différence qui est assez infime. C'est entre 10 et 15 000 euros d'estimé par rapport à l'un ou l'autre. Je crois qu'il faut effectivement plus voir un petit peu ce qui pourrait être amélioré si vous voulez rester au SMIC-TOMGA. Donc, comme Cyril l'a dit, peut-être une optimisation effectivement au niveau du personnel. Aujourd'hui, on a le SMIC-TOMGA s'est un peu créé et a évolué un petit peu avec des montages au fur et à mesure. C'est bien de mettre tout ça à plat. Notamment, il y a un poste coordinatrice aujourd'hui et directrice, pas à temps plein les deux, mais qu'on pourrait certainement fusionner et optimiser effectivement les coûts de personnel. Et pour clarifier les choses, avoir effectivement un personnel propre au SMIC-TOMGA et des locaux propres, parce qu'aujourd'hui, il y a des conventions de mutualisation avec la CCGQ, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident ni de l'expliquer, ni de l'extérieur de le comprendre. Donc ça, je pense que ça saignerait les choses.
Quant à la dissolution, ça voudrait dire qu'on aurait effectivement à reprendre l'ensemble du service dans le service environnement actuel. Ça voudrait dire quand même un poste et demi en plus pour ce qui concerne la CCPE, trouver des locaux, un budget fonctionnement qu'on a mis effectivement dans les documents aussi, et un petit investissement de départ aussi pour le matériel. Mais effectivement, sur les coûts, on a une différence entre 10 et 15 000 euros. On aurait quand même, quoi qu'il arrive, à gérer le quai de transfert en commun, c'est-à-dire que nos ordures ménagères, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas imaginé les amener ailleurs, donc on aurait toujours le quai de transfert du Guiers 3 en commun. Ça voudrait dire qu'on aurait quand même, même si on va vers la dissolution, une convention de mutualisation pour la gestion du quai simplement, pour faire partir les bennes, nettoyer, etc. Ça se limiterait à ça. Et on a toujours aussi le suivi de l'ancienne décharge du Guiers 3. On est responsable encore pendant quelques années sur cette décharge, que ce soit CCPE et la CCGQ. Bon, après, je ne sais pas si vous voulez rentrer plus dans les détails au niveau chiffrage ou si vous avez des questions. Sans doute des questions, j'imagine. Non? Bon. Ouais, je te lance. Donc Alice m'avait remis un texte qu'elle souhaitait que je lise parce qu'elle était absente ce soir. Et puis quand j'ai réceptionné le texte, j'ai rien dit. Voilà. Le texte, il était signé de Martin, Marie et Alice, donc j'ai préféré le remettre à Martin pour qu'il le lise lui-même. Donc, du coup, c'est un texte qui a été fait par Alice et Marie, et Alice n'étant pas présente, je vais le lire pour l'avoir lu. J'en avais été destinataire dans la journée, hein, c'est pas moi qui l'ai conçu, mais en tout cas, je le partage sans souci. Je vais le lire et je vous donnerai aussi après mon appréciation à moi. Voilà. Alors, du coup, premièrement, elle s'excuse de ne pas être présente. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est les vacances de la Toussaint et pour certains, on n'est pas là. Voilà. Donc, au sujet du Smitonga, qui a été bien houleux ces derniers temps. Donc, m'en voulez pas, c'est pas moi qui le. Ça, c'est voilà, c'est je le lis là. Toutes ces discussions m'ont fait penser que peut-être la fonction d'un syndicat n'était pas claire pour tous. Voici quelques infos. Le Smitonga est responsable, au-delà de la décharge, en ce moment, pour les principales actions. Des interventions pédagogiques dans toutes les écoles. C'est le Smitonga qui finance Gaëtan Martinon, pour ceux qui sont en charge de ça sur les écoles de vos communes. C'est le Smitonga par le biais qui mandate Gaëtan pour faire toutes les interventions là-dessus, y compris celle de Saint-Martin. De l'installation de la gestion de 100 sites de compostage collectif sur 2 EPCI, donc 2 communautés de communes. De l'achat subventionné et de la distribution de compost individuel pour les habitants et les entreprises, en sachant que en gros le prix de revente pour les habitants et les professionnels est largement en deçà du coût réel. La mise en place et le développement de la collecte de biodéchets dans les stations de ski depuis depuis 2024, c'est ce qu'elle a marqué dessus, mais puis Saint-Vincent, ça a attaqué en 2023, 22. Voilà. Donc du coup, ça c'est le Smitonga qui a permis qu'on mette en place ça en période de test dans un objectif de faire quelque chose de pérenne. De l'accompagnement aux événements et aux associations pour gérer et diminuer les déchets. Voilà. La gestion du quai de transfert pour les ordures ménagères ainsi que le traitement et le transport après le quai de transfert. De la prévention et de gestes de tri, le zéro déchet et différents supports de com et ambassadeurs de tri. Des actions autour de l'économie circulaire et favoriser le réemploi et la réparation. Boîte à dons, ateliers, réparation, consignes d'emballage. De l'accompagnement des cantines scolaires au zéro gaspillage. Suite aux différentes demandes évoquées fin juin du Conseil communautaire, nous avons eu un conseil syndical fin septembre où plusieurs choses ont été discutées et posées. La maire de Guillestre, élue au Smitonga, a rappelé que le bureau de la CCGQ avait unanimement
était unanime pour le maintien du syndicat. Le président de la CCGQ, excusez-moi, présent, nous a expliqué qu'il ne voyait aucun inconvénient que le nombre d'élus pour les deux Comcom soit égaux dans l'élaboration des nouveaux statuts, soit 5-5 élus de chaque Comcom. Les 3 autres élus de la CCGQ étaient du même avis. Il a été dit par tous que cette refonte des statuts serait l'occasion de bien restructurer les emplois et les temps de travail donnés par chacun des EPCI pour le syndicat. La répartition financière se fera toujours de fonction du tonnage des déchets de chacun et des temps de travail réels des agents pour le syndicat. La délibération pour signer l'acceptation d'une subvention ADEME État Fonds Vert à hauteur de 485 000 € pour le développement de la collecte de biodéchets, soit 71% du plan de financement, a été votée à l'unanimité lors du conseil syndical. Cette subvention représentant la moitié de l'enveloppe du Fonds Vert Région pour les biodéchets. Elle est possible grâce au travail du syndicat, du fait qu'il est très reconnu dans le milieu des déchets et car il a du poids grâce à la mutualisation de ses collectivités. Concernant la demande effectuée, le transport des déchets en régie, le syndicat étudiera cette orientation. Je vais juste mettre une précision, c'est suite aux ouvertures de marché, le coût de transport a largement augmenté et du coup on a redemandé, et c'est un travail qui va être fait par le personnel technique, David qui était là, enfin non je ne le voyais pas, donc du coup c'est un travail qui va être un peu approché un peu de plus près pour voir si on ne pourrait pas économiser sur le transport étant donné du coût de transport au niveau de Veolia essentiellement qui explose pour ne pas employer notre terme. En conclusion, le Smitonga est un outil qui fonctionne, reconnu et utile dans 2 EPCI et des acteurs. La gestion des déchets est un sujet aujourd'hui avec des enjeux environnementaux et économiques très importants auxquels nous sommes déjà confrontés. Les 2 collectivités ont donc, selon moi, tout intérêt à garder un syndicat pour y faire face. Voilà. Elle vous remercie de l'attention. Moi, je dirais juste une chose, je pense que le message est déjà assez clair, et Cyril a déjà, je pense, bien posé les bases. Vous connaissez ma position, je ne vais pas aller plus loin. La seule chose que je vous dirais pour avoir assisté au conseil syndical, c'est que je n'ai pas senti une opposition et du moins une affrontation. C'était vraiment très constructif avec le président de la CCGQ et la maire de Guiès qui était présente et Anne Chouvet, la présidente du Smitonga. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que essentiellement, si on arrive à 5-5, c'est très bien, mais sur le principe, même 6-4, on n'a jamais eu de problème de représentativité sur la CCPE. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un syndicat qui marche. Je suis complètement d'accord avec ce que Cyril a dit sur le fait qu'on puisse entrer dans des locaux qui nous appartiennent, c'est-à-dire au quai de transfert, et avec un personnel propre au Smitonga. C'est des choses que j'avais déjà fait remonter avant, et du coup, c'est très bien si on va dans ce sens. Et moi, je pense ça serait une erreur. Je ne vais pas dire politique, je ne vais pas employer des termes qui sont disproportionnés, de dissoudre quelque chose qui, je pense, est un outil réel pour l'obtention de subventions et pour avoir une politique sur les déchets pertinente sur notre territoire. Voilà. Alors, avant que je dise ce que j'en pense, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Simplement, on a vécu un épisode cet été qui n'était pas lié uniquement au Smitonga, mais qui avait été un élément déclencheur. On ne va pas revenir là-dessus. On en a déjà bien parlé. Quel que soit le résultat du vote ici, on ne revivra pas une séquence bis du mois de juillet. Voilà. Donc, quel que soit mon avis, je me rangerai à la majorité. Ce que je pense, mais fondamentalement ce que je pense, c'est que mon avis n'a guère changé depuis cet été. Ceci étant, l'horizon c'est 2025. Donc ça veut dire que dans ce qu'on va décider ce soir et qu'on va engager le travail avec le Guies 3, à tout moment on peut revenir sur ce sujet-là et dire que nous ne sommes pas d'accord, etc. Donc s'il y a une chance que les choses fonctionnent mieux
et fonctionne bien. C'est vous qui allez décider ce soir. Je serai partant pour qu'on essaye de mettre à plat les choses. Et on a 2 ans devant nous, enfin pas 2 ans, mais bon, une bonne année pour voir comment les choses évoluent et à tout moment nous dire non, bah, écoutez, comme ça ne nous convient pas, donc l'option de maintien ne nous convient plus. Voilà. Donc voilà mon sentiment. Je pense toujours que quand il y a des syndicats qui n'ont pas une réalité technique, je ne vois pas pourquoi on les maintient. Ce qui a été retravaillé par David, effectivement, on n'est plus dans les 45 000 euros de dépenses supplémentaires, mais plutôt dans les 15-20 000. Donc voilà, les choses sont un peu différentes. Donc voilà, je me livre à vous et je suivrai ce chemin avec une grande vigilance cependant, parce que je n'ai pas changé d'avis fondamentalement. Comment vous voulez faire? Ah non, toi tu dis rien, on avait dit que tu disais rien, toi. Non, je rigole. Non, non, si tu permets, je crois que nous étions un certain nombre d'élus à effectivement souhaiter que, à la vue des éléments qui nous avaient été présentés, que le SMIC Tonga reste le SMIC Tonga tel qu'il exerçait ses compétences jusqu'à maintenant. Mais nous avions également soulevé, je crois, un certain nombre de points qui devaient être discutés. Je crois que les prémices des discussions que tu as eues avec le président de la communauté de communes du Guillestrois-Queyras laissent présager que le Guillestrois-Queyras intègre les craintes de la communauté de communes du Pays des Écrins et s'engage vers une modification structurelle qui est de nature à contenter, je crois, les craintes que nous exprimions. Donc, je crois que l'option, puisque tu n'as présenté que la première, cette option-là me semble être de nature à pouvoir nous permettre dans un premier temps, de conserver le statu quo en incluant bien évidemment les modifications structurelles qui sont souhaitées et qui sont donc en discussion. Donc je pense que ça me semble être une sage décision que de permettre que l'on donne une deuxième chance à ce syndicat jusqu'en 2025 et puis on aura quand même une année pour évaluer un peu ces possibles modifications et prendre ainsi une décision peut-être définitive à la fin de l'année prochaine. Donc je vais recueillir votre avis, puis on allumera la délibération qui n'a pas de majorité. Donc voilà. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de voter? Vous avez tous les éléments qu'il vous faut? Oui, non, mais c'est toujours que des bonnes paroles, là, je disais. Ok, donc sur le maintien avec les exigences qui ont été précisées, qui serait favorable à voter ce maintien avec ces exigences-là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, tu as levé le doigt trop tard. Moi, je vais pareil, j'ai pas de... Donc, c'est pareil que toi. D'accord. 1, 2. Toi, tu as une procuration? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus la liste 18. Donc ça fait la majorité hier, sauf erreur de ma part. Merci. Merci. Donc je vous propose de voter pour le coup la délibération numéro 9 avec mise à jour des statuts et réorganisation des services du SMITOMGA. Donc pour le coup, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Une. Donc voilà. Et je retire la 10 du vote qui n'a pas lieu d'être. Allez, la 11, donc attribution de... Ah bah, du coup, je vais laisser faire Alain, parce que moi, je suis rincé, là, du coup.
J'ai l'habitude de parler fort dans cette salle, donc c'est pour ça. Donc c'est la fourniture de ces colonnes semi-enterrées, et c'est pour un lot donc de colonnes de 5 mètres cubes, de 3 mètres cubes, avec les tambours d'accès, un lot de semi-enterrés de 3 flux. Donc c'est avec le triptyque de tri, en fin de compte, sur la même colonne. Le lot 3, c'est des colonnes aériennes qui vont nous permettre d'augmenter la collecte sur, par exemple, des points comme un camping ou quoi, ou lorsqu'on est averti d'avoir un événement bien particulier et où on veut augmenter la capacité de ces colonnes. Le lot 4, c'est les colonnes aériennes carton, donc pour des 5 mètres cubes et 7 mètres cubes. Et le lot 5, c'est les tambours d'accès pour les ordures ménagères. Donc c'est pour favoriser et mettre des sacs plus petits dans les colonnes semi-enterrées. Se pose maintenant la limitation du sac, savoir si on met des 50 litres, des 30 litres, enfin la taille pour pas qu'on ait de grosses ordures ménagères. Voilà, c'est un marché à bon de commande qui a été ouvert, ou qui va être ouvert. Et on prendra au fur et à mesure sur ces lots-là. Voilà. Merci Alain. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne l'UCO. Donc, vous avez lu la délibération. On avait déjà délibéré sur les offres à titre commercial concernant la présence et la location de bureaux dans l'UCO. La commission a souhaité qu'on cadre ceux qui pourraient bénéficier de remises gratuites, enfin de fréquentation gratuite, par le biais de conventions, et de définir quels sont les types de bénéficiaires. Donc, je vous renvoie surtout au tableau de la page 76 pour vous préciser que les travaux de cette commission proposent que les associations, chambres consulaires et autres structures publiques puissent bénéficier de temps en temps de nos locaux de manière gratuite, quand leur champ d'intervention permet d'accompagnement des porteurs de projets, dirigeants d'entreprises ou associations qui exercent une activité économique, relative au financement des porteurs de projets, l'activité des associations qui exercent une activité économique et au déploiement des dispositifs dans le développement économique du territoire. Les espaces qui peuvent être mis à disposition, c'est un poste de travail en espace coworking et la salle de réunion. Et enfin, la typologie des actions, c'est des permanences, des réunions de travail, des réunions d'information, des formations non prises en charge par l'OPCO, il ne me demandait pas ce que c'est, le comité d'agrément permettant d'accorder à des porteurs des aides, et les réunions des instances de gouvernance des structures. Voilà. Et la durée de la convention, c'est une année civile en cours, qui soit reconduite tacitement. C'est pour clarifier un petit peu les fréquentations qui sont faites à titre gratuit. Aviez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 13 concerne la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué entre la commune de Frécinière et la communauté de communes du Pays des Écrins. C'était à l'époque le point 1i de Frécinière, et il s'agit de remettre les ouvrages comme on le fait pour passer à notre comptabilité depuis un certain temps. Donc pour mémoire, les travaux étaient de 132 200, les subventions étaient de 47 600 et l'autofinancement était de 84 590. Aviez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 14 concerne la résidence des travailleurs saisonniers et la fixation de la redevance saison 2023-2024. Donc vous avez le tableau avec tous les types d'appartements et les types de redevances à demander, sachant qu'on a une grosse pression sur les logements de saisonniers. Je ne vous lis pas tout le tableau. Vous en prenez connaissance. Voilà. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la commission a aussi souhaité
Euh, Mettre en place une commission, si je lis bien. Oui, pardon, approuve la création d'une commission d'attribution, ses missions et les critères d'attribution. Est-ce que je vous les relis? Vous les avez lus? Je vous les relis? Non? Ça va. Est-ce que vous avez des questions sur la création de cette commission et sur les critères? Des avis contraires? Des abstentions? Ah, pardon, il faut nommer. Un représentant élu de la communauté de communes, un représentant des services de développement économique et services au public et un représentant de l'agence locative. Qui est l'élu? On va mettre Jacques, hein? Il n'est pas là en plus. Le représentant du service de développement économique et services au public, c'est Stéphanie ou c'est ou Julien? Stéphanie. Et le représentant de l'agence locative, on va laisser Escalité, parce que ça change beaucoup. Voilà. Allez, du coup, y a-t-il des avis contraires? Les abstentions? Merci. Allez, la 16, qui est la dernière, va vous être présentée par Michel Frison. Oui, comme d'habitude. Oui, c'est simplement les tarifs dans des activités qui ne changent pas depuis 2022, puisqu'ils avaient été augmentés à cette époque. On introduit simplement dans la grille tarifaire le tarif d'une activité qui se tient en fait une fois tous les 15 jours. C'est à la fin du premier tableau, c'est la dernière ligne, 2 heures toutes les 2 semaines. Voilà, il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'augmentation, et simplement, encore une fois, l'introduction de ce tarif qui tient compte de la particularité de cet atelier. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ben voilà, on a fini notre conseil de novembre, mais non, d'octobre. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets, d'autres questions? Il faut que je vois David avec Jean-Pierre et il faut que je vois Marcel avec Yaya. Voilà. Serge. Un problème qui remonte sur ma commune, c'est par rapport au forfait de ski pour les enfants des écoles. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de travailler avec les communes, avec les écoles, avec la SEM, plus Saint-Vincent ou d'autres. Et je sais qu'il y a possibilité que la communauté de communes fasse un PAC, donc se mettre en rapport avec la SEM et après redistribuer aux écoles qui sont intéressées, aux mairies qui seraient intéressées. C'est le sujet qu'on doit voir avec Yaya et Marcel, mais pour résumer. Mais c'est urgent, oui, très urgent. Oui, je sais bien, mais plus vite que la musique. Pour résumer les choses, pour ceux qui auraient raté un épisode, le fait que la SEM vende à prix avantageux à une catégorie de personnes, notamment résidant dans le territoire, est illégal. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il y a eu un rappel sur tout l'ensemble des sociétés de remontée mécanique dans le département et plus large. Donc la possibilité, il y a 2 possibilités globalement, c'est que soit les communes achètent les forfaits à prix préférentiel et les donnent ou les revendent aux familles selon des critères objectifs. Soit, effectivement, là, c'est ce que tu nous dis, Serge, ça peut être la communauté de communes qui fait ça. Ce qui est fait sur le billet Oui. Qui achète et qui décide de revendre ou pas aux enfants fréquentant un établissement scolaire du territoire, donc école ou collège. Par contre, ça exclut de fait les lycéens. Voilà. Voilà, c'est discriminatoire. Donc, c'est de ça dont il faut qu'on discute. Moi, j'avais un doute sur le fait qu'on puisse avoir un tarif préférentiel, mais si, parce que ça relève, a priori, ça relève d'une négociation commerciale entre la société de remontée mécanique et la communauté de communes ou la commune, peu importe, mais en l'occurrence la communauté de communes.
Donc à 70 euros, le reste sera de dire, parce que je sais qu'il y a des écoles, des communes qui payaient les choses, c'était gratuit, je crois, notamment chez toi à Saint-Martin. Donc soit on vous les revend et vous les offrez, soit, enfin voilà, après c'est le mode opératoire. Mais moi je suis plutôt d'accord pour qu'on achète en groupe et puis qu'ensuite on voit la politique qu'on applique, soit une politique qui soit commune, soit chacun, voilà, je sais que nous on prenait 50%. Donc voilà, juste qu'on se cale. Voilà, c'était ça l'objet. Une autre intervention, si tu le permets, c'est au niveau des communes forestières. Donc, toutes les communes à peu près du territoire adhèrent aux communes forestières, à part une, les Vigneaux. Et on en avait déjà parlé l'année dernière. Je pense qu'il serait plus intéressant que la communauté de communes fasse une adhésion au titre de la communauté de communes. Et après, ça redemande aux communes leur adhésion. Ça nous baisserait le prix, pas des chiffres exorbitants, mais ça baisserait le prix de l'adhésion aux communes forestières. Il reste que les Vigneaux qui n'a pas adhéré. Je crois que tu as adhéré. Oui. Alors, de mémoire, on en avait parlé l'année dernière, et il me semblait que le forfait communautaire était plus cher que l'addition des forfaits communaux. Enfin, l'année dernière, c'était le cas. Après, ça a pu changer. Hein. Mais on peut se reposer la question. Ok. Pardon, Martin, tu voulais peut-être parler des forfaits, du coup. Oui, non, mais enfin, moi je suis confronté sur deux sujets là-dessus, c'est-à-dire avec Saint-Martin en tant qu'élu et sur d'autres côtés en titre perso. Moi, je tenais juste à dire que ça me surprend toujours l'URSSAF qui intervient là-dessus et qui va casser les pieds, je le pense sincèrement, sur les stations de ski parce que je pense qu'il y a de l'argent à gagner. Hein, donc, vu que je sais que c'est filmé, je le dis volontairement. Mais honnêtement, je trouve que c'est inadmissible de faire ça et je pense que pour les enfants d'une collectivité, la nôtre en l'occurrence, de pouvoir bénéficier à un tarif préférentiel sur une station qui est sur notre territoire, je ne vois pas comment dire le gain ou je ne sais quoi qui peut être vu comme quelque chose d'avantageux vis-à-vis de quelqu'un qui n'habite pas dans un territoire comme ça. Je pense que les contraintes d'altitude et autres, de neige, de tout ce qu'on veut, peuvent largement, comment on peut dire ça, s'accepter vis-à-vis d'un forfait réduit sur une station de ski. Et il n'y a pas lieu de mettre en place tout ce système qui complexifie. Enfin, Marcel a l'air d'être d'accord avec moi, parce que là, je parle, il y en a d'autres qui sont concernés, mais sur les forfaits personnels ou je ne sais quoi, enfin, on a toujours l'impression que d'avoir une réduction sur une station de ski, ça donne des avantages de fou. Honnêtement, pour les enfants du territoire, je pense que c'est pas du tout le public qu'il faudrait viser pour les cibler. Et je regrette vraiment ces décisions qui sont largement dues à des services de l'État. C'est pour ça que je préfère le dire, et c'est pas lié du tout à Puy-Saint-Vincent, et je suis concerné sur d'autres côtés. Juste, moi, enfin, vu que j'ai la parole, et après je finis, juste pour vous annoncer une nouvelle qui m'a été donnée par le président du SMIAG, donc du syndicat qui gère l'abattoir. Quand on avait été... quand l'ancien exploitant de l'abattoir avait été en liquidation judiciaire, le liquidateur n'avait pas fait certaines démarches. Je ne vais pas rentrer, si vous voulez, je peux, mais n'avait pas fait certaines démarches. Et donc, du coup, nous avions fait le choix en conseil syndical d'attaquer le liquidateur. Et donc, nous avons eu globalement gain de cause parce qu'au final, on va récupérer aux alentours, je ne sais plus, c'est 80 ou 90 000 euros, ce qui est quand même conséquent. Bon, le préjudice était de l'ordre de 120 ou 130, donc il faut pondérer. Mais on aurait pu tout perdre. Et là, on va récupérer quand même 80 ou 90 000 euros. C'est ce que M. Bérard m'a annoncé la dernière fois. Donc il y a un conseil syndical qui va avoir lieu prochainement. Là, il y avait des problèmes de disponibilité d'élus. Et donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, dans le sens que ce qu'il faut plutôt se dire, c'est qu'un liquidateur a un rôle pour tout ce qui est créance, mais tout ce qui est aussi rentrée. C'est-à-dire que là, le problème était lié à de la TVA, de la TVA qui devait être, enfin le FCTVA hein, pour faire simple, qui devait rentrer, qui n'avait pas été demandé. Et donc du coup, il a été plus ou moins mis en défaut à ce niveau-là. Et donc du coup, on a eu gain de cause là-dessus. Et c'était pas simple à prendre comme décision, mais on l'avait maintenu. Et donc du coup, c'est un gain pour le territoire. Voilà. Merci. Michel, vous voulez nous dire quelque chose Gaël? Non? Ah, je croyais que tu avais la main levée. On commence par qui? Non, moi j'avais un questionnement. On a rencontré les gendarmes qui nous ont invités récemment à boire le café
pour voir un petit peu les problématiques qu'on rencontrait sur le territoire et puis nous tenir un peu informés de ce qui se passait aussi dans nos communes. On en a parlé avec Alain. L'idée, je pense, à un moment ou à un autre, ça serait aussi qu'on réfléchisse au niveau de la communauté de communes sur la création d'une fourrière puisque je crois que tous nos territoires maintenant sont touchés par des voitures tampons qui restent des mois, voire des années, qui sont peintes de toutes les couleurs au niveau des jantes, mais pour autant les véhicules ne bougent pas. Donc voilà, c'est un sujet que je pensais qu'on pourrait aborder tous et voir un peu comment on pouvait s'organiser. Et puis deuxième partie, par rapport au forfait, je veux bien en être aussi de la discussion. Je m'occupe un peu d'une station. Ah, de la discussion d'après? Oui, d'après. Ah, pardon. excuse-moi. Voilà, c'est ça. Alors, c'était à l'ordre du jour de notre bureau qui a été écourté vendredi, mais sur la fourrière, donc c'est dans le tuyau. Parce qu'on est dû partir tous un peu en urgence. Michel? Et tu sais plus ce que tu voulais dire? Non. Non, mais je croyais que tu étais dans le cadre d'une réponse à Gaël, c'est pour ça que j'insistais pas. Non, mais oui, pour la discussion sur la fourrière, bien évidemment, parce que et puis oui, bien sûr, tu peux te joindre à nous sur les forfaits. Oui, je voulais évoquer un sujet avec vous. C'est pas forcément un sujet communautaire, c'est un sujet qui regarde la Roche-de-Rame. Et puis bien évidemment peut-être aussi l'ensemble du territoire. Je veux parler du sujet qui s'est longtemps appelé déviation de la Roche-de-Rame, mais qui portera certainement un nom, et vous allez comprendre pourquoi je tiens ces propos. D'informations assez erronées certainement volontairement qui circulent sur le sujet, aussi bien sur le fond que sur la forme. Sur la forme, nous est opposé et pas un contexte choisi. Je le répète à l'envi, je pense que l'ensemble des élus de la Roche-de-Rame souhaiteraient que cette déviation puisse voir un jour. Mais malheureusement, le contexte dans lequel s'inscrit ce projet ne permet pas, et je pense qu'il ne le permet pas pour une durée très très longue, puisque je pense que les orientations qu'ont pris l'État avec les régions sur le financement des réseaux de transport et de mobilité vont impacter durablement les infrastructures routières, puisque d'ailleurs ça se traduit dans le cadre de la définition du contrat de plan État-région sur les mobilités. La priorité est donnée à l'ensemble des mobilités et le réseau routier étant réduit à sa portion congrue. À titre d'exemple, le contrat de plan État-région, donc qui va financer l'ensemble de ces infrastructures de mobilité, est abondé à hauteur de 337 millions d'euros par l'État, 337 millions d'euros par la région, et puis selon les départements, ils interviendront en fonction de leur capacité. Il est évident que dans les Bouches-du-Rhône, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône est en capacité d'intervenir au moins à hauteur de la région, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Ceci dit, sur ce contrat de plan État-région-là, donc les trois quarts sont des investissements sur le réseau ferroviaire. On peut déplorer effectivement que dans le département des Hautes-Alpes, je pense qu'il y aura un très faible report des mobilités vers le ferroviaire, simplement parce que il n'y a qu'une seule ligne du nord au sud, et que ce report, dans les conditions que nous connaissons, ne peut pas se faire, puisqu'il n'y a pas de pendulaire, par exemple, qui est toujours proposé, et que quoi qu'il arrive, pour monter travailler sur la Valouise, pour monter travailler dans le Queyras, pour monter travailler dans les vallées, il faudra qu'on prenne la voiture. Donc on peut s'en désoler,
mais c'est quand même un état de fait. Et les choix qui sont faits, à mon avis, sont faits pour une période relativement longue. Et donc, on nous a clairement signifié qu'il n'y aurait pas de déviation sur la roche de Rame et que la seule solution possible était l'étude d'un aménagement centré sur l'infrastructure existante. Donc vous l'avez bien compris, sur la traversée. Compte tenu, encore une fois, du contexte que je viens de décrire, il est évident que la roche de Rame ne peut pas rester 20 ans supplémentaires dans cet état-là. Je pense que on peut parler de déclassement de la roche de Rame quand on passe au niveau de la traversée. Et je crois qu'une majorité d'élus de la roche de Rame ont fait le choix de se tourner vers la définition d'un aménagement, simplement, encore une fois, parce qu'on est dans une situation qui devient de plus en plus invivable. Donc on travaille là-dessus avec les services de l'État, d'autant que les propositions qui nous ont été faites en termes d'aménagement, et Cyril était présent lors de la présentation du projet d'aménagement, s'il ne contente pas l'ensemble des items que l'on souhaitait, l'ensemble de nos exigences, propose quand même une réponse aux problèmes que l'on connaît à la traversée de la roche de Rame. Ça inclut bien évidemment le problème du trafic routier. C'était ce qu'on reproche d'ailleurs à cet aménagement-là. Mais il tient compte également de l'aménagement, des aménagements indispensables à l'activité touristique autour du lac, puisqu'il y a quand même un éloignement, même s'il est relativement réduit, mais il y a quand même un éloignement de la route au droit du lac. Il y a 4 chicanes sur l'ensemble de la traversée de l'agglomération. Il y a bien évidemment la création de trottoirs, une réduction de la largeur de roulement pour chaque sens de circulation. Ce serait ramené à 3 mètres au lieu de 3,50 m actuellement. Donc vous voyez qu'il y a une vraie volonté de faire ralentir au niveau de la traversée. Il y a également la sécurisation de l'ensemble des carrefours situés au nord de l'agglomération jusqu'au carrefour de Géraud. Je vous rappelle entre autres que la roche de Rame, malheureusement, je dirais ou heureusement, malheureusement pour ce qui est de la considération de ce projet, n'est pas accidentogène. La traversée de la roche de Rame ne prend pas de temps, puisqu'il n'y a pas de bouchon, et que donc finalement le gain au regard du coût du projet ne se justifie pas, d'autant qu'aujourd'hui, tel que le projet de déviation avait été défini, la déviation de la roche de Rame, c'est 14 hectares artificialisés de zones naturelles, plus 2,5 hectares de zones humides. Je parlais du contexte tout à l'heure, je crois qu'il n'y a presque pas un jour où on ne parle pas de la prolongation de l'autoroute A69, je crois, je ne sais pas si c'est celle-là. Tarbes, voilà. Il y a de nombreux projets de déviation ou d'aménagement routier qui font également les frais de cette nouvelle orientation. Et je crois que l'État a bien compris la fragilité de ce dossier-là, considérant encore une fois l'impact environnemental. C'est également ce qu'a compris l'ensemble des financeurs, puisque la région, je vous rappelle, a clairement informé qu'elle ne financerait pas ce projet, de même que le département. Et pour revenir sur la définition du CPER, l'État et la région ont clairement signifié, et c'est d'ailleurs inscrit aujourd'hui dans les premières projections du CPER, qu'ils financeraient un aménagement. Voilà, donc on essaie aujourd'hui avec la communauté de communes de faire en sorte que les provisions budgétaires pour ce projet
puisse en permettre la réalisation à minima sur 2 contrats de plan, puisque le contrat de plan État-région actuel, c'est 2023-2027. Donc, on a 4 ans pour dépenser de l'argent, en sachant qu'on n'est pas encore au niveau de l'enquête publique. Donc, il y aura quand même des dépenses qui risquent d'être minimes sur ce projet. Un petit point aussi, une petite parenthèse, est prévu dans le cadre de ce contrat-là aussi la résolution du problème de l'Étroit au niveau de la traversée de la Bessée Haute, puisque je crois qu'il y a 1,5 million d'euros qui sont prévus pour résoudre ce problème-là. Donc voilà, je tenais à vous informer de ça, en sachant que, bien évidemment, l'association de déviation de la Roche de Rame s'oppose à cet aménagement et que, soit dit en passant, les coquignards sont également vent debout contre ce projet-là, qui, et j'ai oublié de vous le dire aussi, impacte bien évidemment 4 bâtiments qui seraient démolis, dont celui des coquignards, d'où, me semble-t-il, leur position qui est normale quand on veut défendre, je dirais, ce que l'on a construit. Voilà. Merci Michel. Allez, d'autres interventions? Oui, Alain. Oui, alors donc moi, c'est un courrier qui nous a été envoyé par la gendarmerie à tous les maires. Et je voudrais revenir sur les intempéries. Le constat de la gendarmerie voit que de plus en plus nos arrêtés sont bafoués. En fin de compte, les gens passent les rubalises et tout. Et donc, je voulais en profiter parce que c'est retransmis sur Facebook. Si on met des balises ou si on interdit des ponts ou si on coupe des voies, c'est pas par simple plaisir, c'est parce que c'est dangereux. Et donc là, en période de vacances, qui plus est, n'allez pas vous promener au bord des rivières. Voilà, je voulais dire ça. Non, tu as bien fait et je me joins à toi parce que l'épisode de vendredi était particulièrement difficile parce que nous avons été amenés à couper la route avec des gens qui essayaient de forcer le passage parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait que 60 cm d'eau sur la route. Et j'en ai même un qui m'a adressé un mail en disant que j'avais eu un comportement irresponsable. Je ne sais pas tout à fait qui a été irresponsable dans le cas et on le voit là, tous les jours, ça passe par-dessus, avec des enfants. Donc voilà, effectivement, comme tu le dis, si on met une barrière, si on bloque une route et si on met une rubalise, c'est pas pour embêter les gens, c'est juste parce qu'il y a un vrai danger. Voilà. C'est aussi souvent parce qu'on veut protéger les municipalités. Je rappelle simplement que le coût des assurances pour certaines communes explose. Et quand je dis explose, quelquefois c'est multiplié par plus de 10. Ou quand c'est simplement pas tout simplement annulé. Les contrats sans aucun préavis sont supprimés. Et puis, bien évidemment, après, on sait ce qu'il advient en matière de coûts quand on veut se réassurer. On va se quitter là-dessus. Allez, bonne soirée et à très bientôt.